L'affaire tient en haleine le canton de Vaud depuis des semaines déjà, mais l'on s'approche de l'épilogue. Asher Edelman, le financier américain, ne pourra probablement pas afficher la fabrique Baumgartner à son tableau de chasse. Ce soir, on peut dire selon toute probabilité que le financier américain a échoué. Jean-Baptiste Guillet, Claude Pelot. Cet après-midi, dans la salle des marchés du banquier Darrier Hensch, l'OPA agressif sur Baumgartner Papier n'occupait pas tous les esprits. Bien au contraire, les échanges ont été minimes. Aujourd'hui, il s'est traité que 30 pièces dans le marché. Et sur les derniers jours? Sur les derniers jours, environ 150-200 pièces sur les dernières 10 jours. Sur une capitalisation de combien de titres? Il y a 130 000 pièces en tout dans le marché, ce qui fait vraiment très peu au niveau des volumes. Vu que le prix de l'OPA est fixé à 1082 francs, il semblerait que le désintérêt des investisseurs soit total pour cette OPA. D'autant plus que quelques heures avant la fermeture de la bourse, la Banque cantonale vaudoise, par la voix de Jacques Baumgartner, réaffirmait qu'elle ne vendrait pas les 17% qui lui appartiennent. Asher Edelman n'obtient donc pas les 51% nécessaires pour prendre le contrôle de la société vaudoise. Il conserve seulement les 28% qu'il contrôlait déjà. Le calcul est donc simple, rien n'a changé. La Banque cantonale vaudoise conserve ses 17%, la famille Baumgartner 22%, il reste 33% en fonds publics, des actions contrôlées en partie par les fonds de pension des salariés et des retraités. Alors quelles vont être les conséquences de cet échec sur la firme lausannoise? Pour Baumgartner, vraisemblablement, la société va continuer à dégager des pertes, ce qui veut dire pour les employés, comme l'année passée, il va y avoir des licenciements. Mais ce qui est le plus important, c'est que les employés vont perdre de l'argent via la caisse de pension. Du fait que la caisse de pension est actionnaire de la société. Ce mariage forcé entre le financier américain et l'entreprise vaudoise tombe donc à l'eau. Une union qu'Asher Edelman souhaitait afin d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise qui accuse un déficit de 7,7 millions pour l'année 2001. L'avenir nous dira donc si Baumgartner Papier aurait dû s'unir pour le meilleur et pour le pire aux financiers new-yorkais. Les employés de Baumgartner Papier sont allés au travail rassurés ce matin au lendemain de l'annonce officielle de l'échec de l'OPA de l'Américain Asher Edelman. Reste pourtant à être attentif à la question brûlante des investissements des caisses de retraite dans le capital de la société. Jean-Baptiste Guillet. Baumgartner Papier, bonjour. Le sourire était largement perceptible ce matin parmi les employés de Baumgartner Papier. L'échec de l'OPA du financier new-yorkais Asher Edelman sur l'entreprise familiale est une bonne nouvelle pour le personnel. Comme un sentiment de satisfaction, on espère que les choses vont s'arrêter là. Asher Edelman, qui aujourd'hui détient 37% des parts de l'entreprise au lieu des 27% qu'il contrôlait avant le lancement de l'offre publique d'achat, peut obtenir une prolongation de l'OPA à partir du 25 février. L'homme d'affaires actuellement en voyage ne s'est pas encore prononcé. Concrètement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Les pourcentages détenus par la famille Baumgartner et ses alliés, la Banque cantonale vaudoise, la caisse de retraite et le fonds de prévoyance sont les mêmes. Seules les actions détenues par le public ont diminué. Reste la question des caisses de retraite, actionnaires de Baumgartner. En cas de chute du prix du titre à la bourse, quelles seraient les conséquences pour les employés? Nous avons été rassurés pas plus tard qu'hier par notre direction. La caisse de pension ne peut être touchée par cette OPA ou voire même par les actions qui pourraient baisser fortement. La caisse de retraite compte environ 130 millions de francs. Sur cette somme, à peu près 10 millions sont investis sous forme d'actions dans Baumgartner. Un placement qui, selon le conseil d'administration, ne court aucun danger. Ça ne pénalise en tout cas pas, même si le cours baisse, la caisse de retraite, le fonds de prévoyance, respectivement les assurés, c'est-à-dire les retraités et le personnel de la société. Analyste indépendant, Pascal Bercla estime lui en revanche qu'investir l'argent de la caisse de retraite dans sa propre société comporte des risques qui peuvent se payer cher. Du fait de l'échec de l'OPA et des résultats négatifs présentés en 2001, le cours va probablement baisser et une perte comptable de 5 à 6 millions pour la caisse de pension est envisageable. Mais pour d'autres, investir dans sa propre société par le biais des fonds de pension peut parfois s'avérer un placement judicieux. Peut-être lorsqu'il peut s'agir de favoriser le contrôle de l'entreprise par la caisse de retraite et ses employés. Dans le cas Baumgartner, les titres détenus par la caisse de retraite ont servi de barrière aux financiers new-yorkais. Des actions qui avaient été achetées bien avant le lancement de cette OPA agressive.
Madame, Monsieur, bonjour. L'information est tombée dans la nuit. Le géant des télécommunications américain WorldCom annonce sa faillite. WorldCom était au centre d'un énorme scandale financier. Le groupe leader mondial des services Internet ne peut plus honorer ses dettes et c'est donc aujourd'hui la plus importante faillite de toute l'histoire des États-Unis. Le précédent, on s'en souvient, c'était Enron. Alors avant d'en parler avec un analyste financier, le point avec Olivier Colère. Il n'aura fallu qu'un mois pour que WorldCom, le géant américain des télécommunications, ne tombe en faillite. Une société dans la tourmente après le scandale provoqué par des malversations comptables il y a un mois. Pour dissimuler sa situation réelle, WorldCom avait gonflé ses bénéfices de 4 milliards de dollars. L'engrenage était lancé, un titre en chute libre à la bourse, des milliards de dettes. Le groupe n'a pu éviter la faillite. Une débâcle qui révèle aussi la tourmente dans laquelle est plongée la nouvelle économie. Avec tout l'argent injecté dans le secteur des télécommunications dans les années 90, on a assisté à un surdimensionnement des infrastructures. Il faudra dès lors s'attendre à une réduction dans ce secteur et cela de manière très brutale. Endetté à hauteur de 30 milliards de dollars, WorldCom entend maintenant entreprendre son assainissement financier. Mais le coût social sera très élevé, 17 000 licenciements, soit 20% des effectifs du groupe. La banqueroute de WorldCom est la dernière en date d'une série de faillites et de scandales financiers venus saper un peu plus la confiance des investisseurs. Un cataclysme qui laisse augurer une nouvelle semaine de cauchemar pour les marchés financiers. Alors Pascal Bercla, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. Alors d'abord, comment avez-vous pris la nouvelle? Comment a réagi le monde de la finance à cette faillite? Le monde de la finance s'attendait quand même à certaines réactions des sociétés américaines aujourd'hui. Bien sûr, le marché n'est pas bon, le marché est excessivement mauvais aujourd'hui. La Suisse, à l'heure de midi, a perdu moins 1,5. C'est peut-être pas encore le plus catastrophique quand d'autres pays sont à moins 4% aujourd'hui à l'heure de midi. Mais la nouvelle, bien sûr, ne fait plaisir à personne. Est-ce qu'il risque d'y avoir une contagion avec la morosité de la bourse? Vous en parliez cette semaine, et puis des multiples faillites. On se souvient d'Enron. Est-ce que l'on doit s'attendre à d'autres liquidations aux États-Unis et peut-être en Suisse? Ce qu'on peut effectivement dire, c'est que les effets de la spéculation qui s'est faite sur les marchés liés à Internet n'est pas encore effacé. Et on peut s'attendre à ce que certaines sociétés fassent faillite, voire doivent faire faillite. Alors WorldCom, on le disait, était leader dans les leader mondial dans les services Internet. Des milliers d'entreprises travaillaient avec eux aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, ces entreprises ne peuvent plus rien faire? Non. Ce qu'il faut voir, c'est une faillite financière. Mais le capital humain, si on met un peu de côté les licenciements qu'il va avoir lieu, mais la connaissance de ce capital humain ne va pas disparaître. Comme on le dit, il y a même une surcapacité. Il y a des investissements gigantesques qui ont été faits. Les machines ne vont pas disparaître non plus. Au contraire, on se trouve un peu comme en face d'une merveilleuse voiture qui fonctionne très très bien. Les réseaux marchent très très bien. Et malheureusement, cette voiture aujourd'hui n'a plus d'essence. Il suffit que quelqu'un reprenne cette société pour 1 franc, réinjecte un peu d'essence et les communications continueraient à très bien fonctionner. Finalement, Pascal Bercla, qu'est-ce que révèle cette succession de faillites aux États-Unis? Est-ce que cela révèle vraiment quelque chose de grave? Est-ce qu'on s'attend à une panique? Non, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à une panique. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis font face à une crise majeure et ils l'ont démontré à multiples reprises qu'ils sont capables de relever ce genre de crise. Par contre, on peut dire 2 conclusions sur ces faillites. La première conclusion, c'est que le système américain de contrôle des entreprises, contrôle financier, ne marche pas bien du tout et qu'il y a lieu de l'améliorer. Et on peut s'attendre à qu'il soit amélioré, espérons-le, efficacement et rapidement. La deuxième conclusion, peut-être la conclusion principale, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'énormément de problèmes financiers et économiques viennent directement des États-Unis. Et fort de ces 2 conclusions, on peut oser espérer en Suisse qu'à l'avenir, lorsque le gendarme américain porte des jugements de valeur sur certains aspects financiers de la Suisse, fasse preuve d'un peu plus d'humilité. Merci Pascal Bercla, ce sera donc la conclusion. Merci pour cette analyse.